Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Alexandra Crété, autrice de poésie, de nouvelles, de théâtre, professeure de lettres modernes depuis 18 ans en Guyane et fondatrice de la revue Oyapok. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Faut-il rappeler que vous êtes également syndicaliste, anticolonialiste et féministe. Vous cumulez les casquettes. Oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 18 ans de Guyane, mais actuellement, je me consacre principalement à l'écriture. Oui, puisque vous avez publié 2 ouvrages, dont le plus récent est Par le regard de ces autres mal-nés. C'est une poésie. Oui, c'est un long poème qui constitue le recueil, un long poème de 50 pages qui est une grande voix poétique sur l'espace amazonien et l'espace caribéen. Un long poème qui entremêle 2 voix féminines avec au centre l'amour. Oui, l'amour est une des voies par laquelle s'exprime la poésie dans le livre. C'est l'amour conjugal, mais c'est aussi l'amour filial, l'amour de la terre, l'amour de l'espace, l'amour de la culture. Un poème qui relie la Caraïbe aux champs amérindiens, qui nous parle finalement, qui parle de notre région. Oui, je pense que ce livre, je l'ai écrit à partir de tout ce que je vis depuis très longtemps en Guyane et à partir de tout ce que j'y ai construit et tout ce que j'y ai rencontré. Un livre qui vous a amené à voyager en Europe, aux Antilles plus récemment. Oui, alors ce livre, dont j'ai eu un prix pour ce livre l'année dernière et j'ai participé au festival de Medellín en Colombie, c'est un festival international de poésie, au festival de Caracas également, et puis cette année je suis donc allée le présenter en France et je rentre tout juste du festival Balisaï 2024 en Martinique. Alors comment passe-t-on de l'être moderne à la poésie? Vous me direz qu'il n'y a qu'un pas. En fait, moi, de la poésie, j'en écris depuis toujours. J'ai fait beaucoup de choses assez prenantes dans ma vie, comme on a présenté un peu tout à l'heure. Et je n'avais jamais pris le temps de me consacrer à l'écriture. Et c'est lorsque j'ai fondé ce collectif d'auteurs que ça m'a donné l'énergie de me consacrer vraiment à ça et de faire des choses qui me permettaient d'accéder à l'édition. On va en parler justement de ce collectif d'auteurs, mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement? À quand remonte-t-il et qu'est-ce qui vous anime en ce sens? Mon engagement, c'est-à-dire en tant que syndicaliste, féministe? Je suis quelqu'un d'engagé depuis très longtemps, je pense depuis les années universitaires. Et lorsque je suis arrivée en Guyane, j'ai rejoint le syndicat Sud Éducation, donc un syndicat de lutte à l'intérieur du champ de l'éducation nationale, que j'ai porté et qui m'a porté pendant 15 ans et qui a vraiment nourri ma vie. J'ai participé aussi au grand mouvement social de 2017 du KPLD, puisque j'étais avec Aïssatou Chambaud dans la coordination du pôle éducation. C'est des années extraordinaires où on a eu des débats passionnants, on a vraiment vécu des choses qui ont vibré dans tout le territoire. Et donc ça, c'est des choses qui me marquent et qui marquent encore mon écriture. Vous pourriez être amené à vous engager en politique, comme l'ont fait peut-être vos compagnons de route? Non, pas du tout, j'ai choisi la poésie. C'est une autre façon d'habiter le monde. Et on en revient justement à ce collectif d'auteurs que vous avez créé via cet ouvrage intitulé Anthologie de la revue Oyapok, fondée en 2020. Quelle est l'idée? Alors, ce livre, ça a été un peu une commande de l'éditeur qui nous a donné une carte blanche complète pour présenter notre travail poétique. Donc, nous sommes, au moment où nous écrivons ce livre, nous sommes une dizaine et nous avons donc organisé à 10 ce livre qui est un livre partagé dans lequel nous montrons notre fonctionnement poétique, nos idées et aussi nous avons invité des amis auteurs d'autres espaces, d'Haïti et de Martinique. Oui, puisque vous y parlez d'identité plurielle, de langue, d'histoire et de combat, de vision, un reflet de cette diversité, ce livre. Oui, c'est à la fois un livre de meute, un livre d'union, et aussi un livre qui montre où personne n'a besoin de nier son identité ou de dire de devenir autre. Chacun vient avec ce qu'il est, l'apporte et le transforme par la poésie. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique de parler de cette diversité qui n'existe finalement que dans la poésie, je dirais, que dans les livres? Mais dans les faits, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Si la poésie c'est un chemin pour faire quelque chose de plus intéressant tous ensemble, eh ben, c'est un bon chemin. Parfait. Et donc le point commun de ce roman, de ce livre, de ce poème, c'est la volonté, le travail, c'est ça? Ah, on travaille, on est tous très volontaires et on travaille tous énormément. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail en plus de tout ce que les gens de la revue font, puisque tout le monde est très actif dans beaucoup d'autres domaines. Mais nous sommes portés et nous avons vraiment le bonheur de voir nos livres advenir. Aujourd'hui, un des auteurs de la revue vient de recevoir un prix important en Haïti. Il apprend la publication de son livre. C'est une nouvelle merveilleuse. Donc on progresse, on continue et on va habiter l'espace. Comment vous pourriez résumer cette anthologie de la revue Oyapok en quelques phrases, quelques mots? Quelle est la philosophie derrière? Euh, c'est la volonté de mettre en place une écriture très libre de la poésie, détachée d'un certain nombre de contraintes non uniquement stylistiques, mais extrêmement exigeantes au niveau de l'apport du poids poétique du mot. Et donc on est à la fois un peu des sauvages de la poésie et en même temps nous voulons quand même produire quelque chose qui soit une musique. Alors on parle de revue, les auditeurs, les internautes vont se demander quelle est la périodicité de cette anthologie. Est-ce que c'est un semestriel, trimestriel, ou ça n'a rien à voir? Alors l'anthologie c'est un livre qui a été publié par un éditeur et la revue c'est un collectif qui a un blog sur lequel nous publions très régulièrement des textes que nous produisons. Auquel on peut accéder sur internet, en ligne? Oui, c'est en ligne, c'est totalement gratuit. Si vous tapez Oyapok revue littéraire, on est dans le moteur de recherche en première ligne. Et ce collectif comprend combien d'auteurs aujourd'hui? Alors actuellement une quinzaine en Guyane et une bonne quinzaine dans l'espace Brésil, Haïti, Martinique, France. Donc on a environ une trentaine d'auteurs qui interviennent sur les publications. Et comment vous est venue cette idée de créer ce collectif d'auteurs, cette revue? Cette idée, elle est née pendant le confinement, en discutant avec un ami. Pendant le confinement, le monde un peu semblait s'écrouler. C'est un moment aussi où parfois on se dit qu'on a envie de faire quelque chose qui vaut la peine et qu'on a toujours rêvé de faire. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et voilà, j'ai rencontré des gens, beaucoup de gens. Donc l'idée aussi, c'est d'amener ces auteurs à se rencontrer, c'est un peu cela? Oui, non, c'est un travail collectif, on se rencontre régulièrement. Là, je viens de les quitter d'une séance de travail pour le prix Damas à l'université. Donc c'est vraiment une activité collective permanente. Pour le moment, vous avez publié 2 ouvrages. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Oui, deux projets. Alors un projet à venir, c'est un autre recueil de poésie, toujours aux éditions Atlantique Déchaînées pour ma part. Et puis un travail aussi dont on espère qu'il va advenir avec le collectif de danse contemporaine Danse Fusion. Avec eux, on a des projets d'écriture d'un livret sur une chorégraphie de danse contemporaine. Et on a donc ce projet d'écriture avec deux auteurs et le travail corporel avec les artistes danseurs. Mais bon, c'est un projet. On n'est pas, pour l'instant, on est plein d'énergie, mais on doit encore réaliser tout ça. Vous croyez que les livres peuvent changer le monde? C'est ce que j'ai lu sur vous en préparant cet entretien. Ah oui, mais les livres ont déjà changé le monde. C'est déjà fait depuis longtemps. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Si je voulais dire, je pense que la Bible, tous les textes, les grands livres religieux sont des livres qui ont changé le monde. Et puis d'autres qui ont d'autres visions. Finalement, la Constitution, c'est un texte qui change le monde. Beaucoup de textes, beaucoup de livres d'écrits sont là pour changer le monde et ils le font perpétuellement. C'est vrai que vous faisiez référence tout à l'heure à Haïti qui passe par des moments extrêmement difficiles. Pourtant, il y a en tout cas, la culture, la littérature sont omniprésentes dans ce pays. Comment expliquez-vous ce contraste entre la réalité et ce qu'on peut lire porté par les Haïtiens?
Je pense que c'est pas forcément une contradiction, c'est surtout ça nous montre quelle est la place de l'art en fait. Déjà, la culture haïtienne est une culture dans laquelle l'art a été toujours très central, qu'il soit pictural ou plastique, littéraire. Et c'est un pays qui produit en permanence de très nombreux et très grands artistes en musique également, et cet art fait partie de son identité. Et donc lorsqu'il y a des périodes de crise politique, bien sûr il y a des choses très violentes aussi qui se passent pour les artistes en Haïti, mais ils continuent et ça fait partie de leur mode de vie et d'existence dans leur propre culture et dans leur propre identité. C'est une belle chose que de les regarder, même si aussi on les voit souffrir en ce moment. Parfait. Donc l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'occulte pas l'autre. Non, je ne pense pas. Bon, après, bien sûr, il y a des conditions matérielles qui sont terribles, hein. Il y a beaucoup de bibliothèques qui ont été brûlées. Il y a beaucoup de centres culturels qui ont été brûlés. Les artistes ne peuvent pas quitter le pays pour participer aux activités internationales. Nous voulions faire venir un auteur pour travailler avec nous au mois d'avril, Louis Bernard Henry. Il n'a pas pu pour des raisons d'accès à l'aéroport. Au festival Balisaï, aucun artiste haïtien, à part Ralph Civil, n'a pu se présenter pour travailler avec nous et faire le festival. On voit bien qu'effectivement, il y a quand même des conséquences assez importantes pour eux, pour la communication avec le reste du monde. Alors vous dites également, Alexandra Crété, que les mots peuvent nous donner vie aux grandes solitudes de la vie. Ça nous permet peut-être de sortir de nos bulles et de communiquer sans forcément avoir un vis-à-vis ou quelqu'un en face de nous, uniquement grâce au livre. Oui, la lecture c'est aussi c'est un dialogue de soi avec soi-même et de soi avec l'auteur. Donc c'est effectivement une façon de ne pas avoir la solitude individualiste, je dirais, toujours de la consommation d'un produit culturel, parce que c'est aussi quelque chose dans lequel on va avoir une interaction avec un autre et aussi une réflexion et une appropriation. Ça c'est quelque chose qui est très important, que ce soit dans tous les arts, pas seulement dans la lecture, mais dans tout le rapport artistique au monde. Alors vous qui êtes professeur, on entend dire que les jeunes ont tendance à lire de moins en moins avec l'avènement des réseaux sociaux notamment. Vous l'avez fait ce constat ? Bah déjà, s'ils vont sur les réseaux sociaux, souvent ils lisent les messages des autres et passent le temps à lire ces messages-là. Et puis ils lisent beaucoup d'autres choses. Ils lisent beaucoup de choses, choses sur le support du téléphone. Ils lisent beaucoup de manhwa, des BD sous ces formes particulières. Ils lisent aussi des bandes dessinées. Ils lisent de la littérature jeunesse. Ils lisent des choses. Ils lisent pas la même chose que d'autres, mais il y en a quand même. Les gens lisent quand même. Néanmoins, il présente beaucoup de lacunes dans la maîtrise de la langue, de la grammaire, du français. Est-ce que c'est pas à mettre sur le compte justement cette carence, ce manque de pratique de lecture ? Moi, je pense que pendant très longtemps, il y a beaucoup de gens ne savaient pas forcément bien écrire le français, mais ça se voyait pas parce qu'on n'exposait pas l'écriture. Vous voyez, je sais pas, moi, mes grands-parents, je suis d'une famille, je suis la première de ma famille à avoir le bac. Mes grands-parents, je les ai jamais vus écrire. J'ai jamais vu s'ils faisaient des fautes ou s'ils ne faisaient pas de fautes. Maintenant, comme on écrit partout et que tout le monde nous lit sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook ou partout, c'est facile de voir que quelqu'un ne sait pas. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été aussi d'une certaine manière un peu comme ça ? Et c'est juste un grand dévoilement de l'état de la langue et qu'à un moment on se dit, on s'insurge. Mais tout le monde n'écrit pas comme Voltaire. Oui, mais les premiers à lancer les signaux d'alarme, ce sont les professeurs qui sont en première ligne et ils sont en train de regretter justement parce qu'ils ont l'impression que l'on recule, que l'on régresse. Je sais pas, peut-être que c'est pas tous les professeurs qui font ça. En tout cas, moi je vous ai dit, ça fait 18 ans que je suis en Guyane. Je n'ai pas l'impression d'avoir des élèves qui écrivent moins bien aujourd'hui que ceux qui étaient là il y a 18 ans. Et ils font leur chemin et ils apprennent des choses et certains sont très doués, effectivement, et d'autres le sont beaucoup moins avec la langue. Mais je ne partage pas une situation d'alarmisme, d'urgence là-dessus. Vous vous montrez plutôt bienveillante sur le sujet.
Et compréhensive. Je ne sais pas si c'est de la bienveillance ou de la compréhension. En plus, on est dans un pays qui n'est pas francophone de base, donc la question de la langue et de comment est-ce que cette langue, elle advient, ce qu'elle devient sur le territoire et qu'est-ce qu'elle doit viser, c'est une question qui est un peu plus compliquée que simplement l'usage des règles de grammaire. Parlez-nous un petit peu de votre démarche anticolonialiste, puisque bon, a priori, on ne s'attend pas forcément à ce que l'européenne que vous êtes soit dans cette démarche. Expliquez-nous comment cela vous est venu et qu'est-ce qui vous a poussé à l'être, ce qui vous a amené à l'être. Alors moi, je suis née à Aubervilliers. Dans le 93. J'ai toujours grandi, j'ai toujours vécu dans un espace où les gens viennent de tous les endroits qui ont issu de la fin du grand empire colonial, les espaces post-coloniaux, hein, c'est-à-dire les espaces du Maghreb, les espaces d'Afrique centrale, équatoriale ou de l'Ouest. J'ai toujours grandi avec ces langues, la présence de ces cultures autour de moi. Et j'ai mis, bien sûr, quand on est enfant, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Sur pourquoi il y a des gens qui ont de la haine, ou pourquoi il y en a qui ont de la difficulté, pourquoi il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés à faire des choses que d'autres peuvent faire facilement. Quand on est enfant, on ne comprend pas, mais quand même, c'est quelque chose qu'on vit et qui reste. Et donc, c'était tout à fait normal de chercher à le comprendre en tant qu'adulte, et donc de s'intéresser à toute la problématique post-coloniale. Alors, ramener à la Guyane, ça donne quoi? Quelle est votre vision pour la Guyane? Ah, ça, c'est une question qui est différente parce que et puis en Guyane, la Guyane, la question c'est que construire. Que construire avec qui? Avec l'ensemble des gens qui vivent actuellement en Guyane. C'est compliqué, c'est complexe et en même temps c'est un défi et je ne suis pas là pour faire de la politique parce que je ne vais pas non plus ressortir mon discours syndical, mais effectivement pour moi, et d'ailleurs la revue elle est à cette image-là, la plupart des auteurs qui sont avec nous sont aussi des auteurs qui ont traversé une migration, alors à différents moments de leur vie, ça ce n'est pas, il y a des situations qui sont très différentes, mais de toute manière l'écriture ne peut être que le reflet de la réalité, que le reflet de ce qui est vécu dans l'espace et ce qui est à dire dans l'espace au moment où elle advient. Être auteur aujourd'hui, ça sous-entend que l'on est engagé, que l'on porte une cause sociétale, que l'on porte une voix. Non, je ne pense pas que tous les auteurs soient obligés d'avoir cette position. Moi, c'est mon rapport à la création et à l'être qui est assez clairement engagé et qui n'a jamais eu de difficulté, de problème avec afficher cette appartenance. Mais je pense qu'on peut très bien être un très grand auteur sans avoir de positionnement de cet ordre. L'art ne rentre pas dans les cases de la volonté des valeurs ou des positions politiques. Donc je pense que les artistes sont avant tout libres de faire ce qu'ils veulent. C'est vrai que ça peut surprendre certains, qu'on soit professeur à l'université ou autre, et en même temps anticolonialiste, parce que quelque part vous êtes rattaché à cet État, que vous donnez le sentiment, l'impression de combattre en fait. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une position qui est qui est contradictoire. Après, il se trouve que par un hasard assez malicieux, la plupart des grands indépendantistes du territoire ont été eux-mêmes fonctionnaires d'État. Et donc, j'ai appris que finalement, j'étais pas obligée de me fustiger moi-même, mais peut-être de simplement en avoir conscience et de l'accepter. Et après, c'est vrai. D'un point de vue idéologique, je préfère travailler pour une éducation gratuite pour les enfants de Guyane que pour un exploitant industriel minier. Parfait. Pour revenir au livre, vous dites également que les livres tracent les chemins. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vous ai dit, la revue c'est un espace de rencontre et c'est vrai que ma vie a beaucoup changé depuis que la revue s'est créée et ce sont des chemins en fait, des chemins de rencontre qu'on trace avec d'autres. Ce n'est pas seulement s'asseoir, rentrer dans une pièce, écrire, ouvrir son ordinateur. Ça, c'est une partie du travail de l'écriture. Mais c'est aussi un chemin de vie. Les gens qu'on rencontre, les hasards, les idées qu'on va partager, les formes. Et donc c'est vraiment un chemin de vie aussi, l'écriture. Et ce que je retiendrai également, c'est le fait que vous disiez que lire, c'est
écouter l'autre. Euh, Ça suppose effectivement, vous remarquez que les gens sont de plus en plus indifférents vis-à-vis de leurs congénères et que le fait de lire, ça développe l'esprit d'écoute. Oui, c'est cela. Oui, d'écoute à soi et d'écoute à l'autre. Mais oui, c'est en fait, ce fait qu'on est souvent dans des espaces qui sont isolants. Les communications sur les interfaces portables sont aussi des choses qui peuvent nous couper. Elles nous relient à d'autres choses, mais elles nous coupent de l'espace où nous vivons et notamment des espaces de l'observation. Parce que lire, regarder de l'art, avoir une sensibilité, ça veut dire prendre le temps de regarder le monde. À travers le média d'un art, mais aussi à partir de cet art se retourner et regarder ce qui nous entoure. Donc je pense que ça c'est quelque chose de très important pour la créativité et la complexité humaine. Ça nous nourrit. C'est quelque chose qui nous nourrit. Vous êtes littéralement tombée amoureuse de la Guyane, au fait. Oui, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite su que je n'allais pas rester juste un petit temps. Je sais que je suis restée chaque année avec une grande joie. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce territoire? C'est la diversité des habitants, c'est la biodiversité, la faune? Oh mon Dieu, non, je sais pas, non, c'est pas une liste, c'est pas une chose comme ça. J'ai pas fait une sorte de catalogue des préférences. Non, j'aime beaucoup de choses différentes. Je pourrais répondre sur d'une autre manière. Je peux pas répondre comme ça. Allez-y. Une chose que j'aime énormément, c'est à chaque fois que je sors de l'avion, c'est la sensation qu'on a à chaque fois de retrouver l'air, l'odeur, la sensualité sur la peau qui fait qu'on sait qu'on est là et que c'est toujours cette espèce de chape matricielle, chaleureuse et qui nous reconnaît avant qu'on la reconnaisse. Alors je vais donner c'est une sensation très simple. Et je pense que tout le monde l'a pas. Beaucoup de gens la connaissent. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins, que vous aimeriez les voir changer Bon, vous avez bien compris, je suis quelqu'un qui a toujours voulu un peu changer le monde. Alors je veux pas le changer toute seule dans mon coin. Je préfère écouter ce que les gens ont à dire et discuter ce qu'on va faire avec eux. J'ai pas très envie de construire ma petite idée avec juste mes envies personnelles. Mais oui, bien sûr, l'injustice sociale, la pauvreté, c'est dur. Surtout pour la syndicaliste que vous êtes. Oui, pas seulement pour l'être humain que je suis. Je trouve que la très grande pauvreté qui se développe, qui est vraiment très visible, c'est dur. Oui, c'est dur ça. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour les semaines, les mois à venir? Alors parlez-nous au fait de ce voyage que vous avez effectué en Martinique. Ah oui, alors j'ai donc participé au festival Balisaï. C'est un festival merveilleux qui se compose en fait d'une première partie en résidence où en fait on est accueilli par une commune de Martinique et avec un artiste martiniquais. Et pendant une semaine, on va animer des ateliers d'écriture poétique dans les écoles de la commune. On va rencontrer de grandes personnes à l'EHPAD. Et donc on va participer à la vie culturelle et éducative de la ville. Ça, c'était la première partie. Et puis ensuite, nous avons eu le festival à proprement parler, qui était donc une rencontre avec beaucoup d'artistes antillais, puisqu'il y avait des auteurs martiniquais, des auteurs guadeloupéens, des poètes, également haïtiens, puisqu'il y a Ralph Civil qui a pu venir lui seul. Et puis donc avec Lionel Trouillot en visioconférence, Raphaël Confiant, Max Ripon, voilà, donc des gens qui font vraiment partie. Il y a eu plusieurs temps forts, notamment autour d'un hommage à Édouard Glissant, puisque c'est la première activité culturelle dédiée à la poésie de Glissant, uniquement à sa poésie. Ensuite, nous avons fait un hommage magnifique à Maryse Condé, puisque cette grande autrice elle est décédée il y a peu de temps. Donc on a eu vraiment une très belle cérémonie en commémoration à Maryse Condé. Nous sommes également allés à la maison d'Édouard Glissant, qui a rencontré Sylvie Glissant, son épouse, qui est la responsable aujourd'hui de l'Institut du Tout-Monde. Un lieu dans lequel nous avons tenu des tables rondes et également lu des poèmes.
à la mémoire de Glissant. Voilà, enfin, là, je donne quelques exemples d'activités, mais c'était vraiment, nous avons eu une magnifique soirée d'hommage à la poésie, aux 220 ans de la poésie haïtienne, à la médiathèque du Saint-Esprit. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les événements un peu plus importants, mais c'était vraiment très intense et très enfin comment dire, j'étais transportée par les activités culturelles et poétiques de la semaine. Vous participez souvent à ce type d'événement? C'est la troisième fois que je vais en festival. J'ai eu la chance l'année dernière de partir au Festival de Medellín et au Festival international de Caracas. Ce sont des moments très importants pour les auteurs. Ce sont des moments d'échange, de construction, de rencontre avec le public international aussi. Et donc on essaye de les avoir, mais bon, j'ai déjà eu beaucoup de chance de pouvoir faire cela en si peu de temps et j'espère que ça continuera par la suite. Le fait d'être en compagnie de ce réseau d'auteurs, est-ce que ça vous coupe pas parfois du reste de la population ou là, vous faites les deux en même temps En fait, il se trouve que la plupart des auteurs sont des gens qui sont des étudiants de l'université et donc ils sont en lien avec la réalité d'une grande partie de la population du territoire, puisque la plupart de la population a moins de 25 ans. Donc d'une certaine manière, je dirais que la revue m'a permis de rentrer en contact avec peut-être des gens que j'aurais pas forcément rencontré aussi facilement, avec qui j'aurais pas eu cette intimité amicale et artistique, et de bien revoir les choses en face qu'en fait. Donc non, je trouve pas que ça m'ait coupé, au contraire, je pense que ça m'a fait entrer dans les choses encore plus. Vous avez publié Alexandra Crété par le regard de ces autres mal-nés, également anthologie de la revue Oyapoc. Parlez-nous pour terminer des projets à venir et puis ce que l'on peut vous souhaiter. Je reviens à ma question de tout à l'heure pour les semaines qui viennent et les mois qui viennent, les années qui viennent également. Donc je travaille actuellement sur un recueil qui s'intitule Panoptica Americana. C'est un livre un peu ambitieux, plus ambitieux que le dernier, qui parle de l'espace américain à travers la construction de son espace géographique et de son histoire. Et notamment sur les grandes dynamiques post-esclavagistes et carcérales qui sont développées entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et d'essayer d'avoir un regard poétique et vivant sur ces choses-là. Et nos souhaits pour l'avenir, pour votre avenir? Eh bien, que je finisse ce livre, ça serait une très bonne chose. Et pour qu'il puisse être publié, voilà, ça serait merveilleux. Alexandra Crété, merci. Merci à vous.